deux rappels à vous faire avant que nous commencions. L'un à propos des portables et l'autre à propos du tabac. Je vous rappelle que ni portable allumé, ni tabac. Et je vais très vite passer la parole à André Green, que je remercie énormément d'être venu joindre à nous pour donner cette conférence sur le langage à l'Association française de psychiatrie et pour la revue. Je vais lui passer la parole en lui disant que on a, pour votre venue, on était obligé de refuser même du monde parce que la salle est limitée à 100 places. Voilà. Antoine Cuglioli reconnaissait il n'y a pas longtemps que les linguistes n'étaient pas propriétaires du langage, mais il précisait également qu'il ne suffisait pas d'associer librement sur un texte pour prétendre faire œuvre de linguiste. Mais pourquoi cette fascination que le psychanalyste peut partager avec d'autres pour la linguistique? La réponse est double. Elle est d'une part structurale. Comment celui qui entreprend de traiter selon les modalités d'une cure parlante pourrait-il se désintéresser du langage? Elle est d'autre part historique. Autour des années 60, par un de ces vents de l'esprit qui, dit-on, souffle où il veut, porté par le cyclone structuraliste, il fut décidé par certains que la linguistique devait maintenant, détrônant la place hégémonique de l'histoire, occuper la fonction de science pilote. Lacan, toujours sensible à l'ère du temps, s'engouffra dans la brèche ainsi ouverte et fut le fondateur d'une théorie qui devait, dans un premier temps, se centrer sur ce qui est devenu son énoncé emblématique, l'inconscient est structuré comme un langage. Toutefois, quelques années après, le même paraissait quelque peu désabusé, se moquant de ce qu'il appelait alors la linguisterie, et, par une fuite en avant bien caractéristique de sa manière, proposait à ses suiveurs de s'ouvrir aux séductions du mathème et les inviter au jeu fascinant par bout de ficelle interposé des nœuds borroméens. Aujourd'hui, quel que soit le sort que la postérité a réservé à l'œuvre de Lacan, celle-ci ne me paraît ni résoudre, ni rendre obsolète la question du langage dans la cure psychanalytique. Puisque le champ est ainsi ouvert, comment situer la position du psychanalyste? Plusieurs domaines s'offrent devant lui. Celui de la linguistique, lui-même subdivisé en de multiples secteurs, de la phonologie à la sémantique en passant par la syntaxe, celui de la littérature, celui de la mythologie. Il y a une mythologie de la parole. Et enfin, celui de la philosophie du langage, suivant diverses directions, dont le logico-positivisme. Pour nous, en nous appuyant sur l'expérience, seuls les trois premiers domaines cités mobilisent l'intérêt du psychanalyste. La philosophie du langage, quand bien même Ludwig Wittgenstein serait un des esprits les plus marquants du siècle dernier, ne nous retiendra pas. Nous avons pour excuse l'incompréhension notoire dont son Lucie fit preuve à l'égard de Freud, et de toute manière, la philosophie n'est pas dans la de recherche de la psychanalyse, surtout quand elle en conteste les hypothèses les plus importantes. Pour les autres disciplines, la question paraît aller de soi, encore que la réponse soit sans doute plus facile, apparemment pour signaler les rapports de la littérature et de la psychanalyse. Tout le monde se souvient des observations de Freud sur les grands chefs-d'œuvre de la littérature universelle, Édipe Roi, Hamlet, les frères Karamazov. En outre, la Gradiva-Jensen, les exemples tirés de Shakespeare, de Goethe, d'Ibsen, du Tasse et bien d'autres auteurs
nous rappelle non seulement l'immensité de la culture classique de Freud, mais illustre sans conteste le point de vue depuis longtemps développé par Jean Starobinsky sur la double origine clinique et littéraire de la psychanalyse. De nombreuses anastomoses reliant les deux branches. Freud n'a-t-il pas dit que ces histoires de cas se lisaient comme des romans? Mais souligner la place de la littérature dans l'œuvre de Freud ne dispense pas de faire la théorie de ce qui relie la pensée psychanalytique et la littérature, et cela est beaucoup plus difficile qu'on le penserait au premier abord. Il ne suffit pas, à mon avis, de témoigner d'une inclination littéraire pour suffire à fonder l'opinion que c'est encore dans les œuvres de la littérature que devraient se trouver nos modèles pour éclairer la clinique. J'ai déjà pris position sur cette question en montrant les limites de ce choix référentiel qui me paraît avoir l'inconvénient de céder à la séduction fournie par l'œuvre d'art littéraire pour procéder à un montage qui a bien du mal à dépasser le cadre d'une stylisation ornementale sans qu'un véritable savoir ne s'en dégage, surtout en ce qui concerne les formes contemporaines de la clinique. Je laisserai donc pour ce soir la question des rapports entre littérature et psychanalyse, en étant bien conscient qu'il faudra bien y revenir plus en détail et de façon plus précise. Je ne puis être suspect de scepticisme, ayant moi-même eu la tentation d'interprétation psychanalytique de la tragédie antique et élisabéthaine et d'autres auteurs plus proches de nous, Pouchkine et Dostoïevski, ou même contemporains comme Proust, Sartre, Borges et Conrad. Je me bornerai donc à envisager les problèmes généraux du langage dans la théorie psychanalytique et le plus souvent, je me limiterai aux explications issues de la linguistique pour en éclairer les ressorts. Un mot d'explication cependant. S'il est indéniable que le psychanalyste se sent plus près de son domaine, vu sous l'angle du langage, par l'œuvre littéraire, il reste que la linguistique nous offre l'exemple privilégié d'une attitude qui ne saurait laisser les descendants de Freud indifférents, celle de l'analyse, d'une analyse non homogène, hiérarchisée, possédant ces domaines à l'intérieur du champ immense du langage, de la parole et l'écriture. Si l'on ne se contente pas de se référer aux réflexions qui concernent le langage en général, à travers la notion de représentation de mots, dans son rapport avec la représentation de choses, on peut relever quelques étapes essentielles dans la pensée de Freud. Je les énumère rapidement. En 1891 paraît le travail très important, quoique pré-psychanalytique, sur l'aphasie, dont on a pu dire qu'il était à la pointe des conceptions de son époque sur la pathologie du langage et sur le langage lui-même. Suivent ensuite l'étude des lapsus en 1901 et du mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient en 1905. Généralement, on tient ces deux questions pour le cœur des réflexions de Freud sur le langage. Plus tard, paraîtra l'article plus controversé sur le sens opposé des mots originaires en 1910. En 1911, à propos du cas Schreber, émerge l'idée de langue fondamentale, mais qui a donné, je crois, lieu à des malentendus de la part des linguistes. Enfin, mentionnons l'exemple très abondamment utilisé qui renvoie à la phonologie sans le mentionner, du Forda au-delà du principe de plaisir, 1921, et en complément les remarques trop peu citées sur les rapports du langage et de la toute-puissance des pensées dans son écrit terminal de 1938, Moïse et le monothéisme. Il est clair qu'après 1923, la centralité du langage devient de plus en plus problématique pour Freud. La diversité de ses contributions ne permet guère de dégager une véritable théorie du langage chez Freud.
Il est d'ailleurs très surprenant que Freud, ayant inventé la technique psychanalytique dont la règle fondamentale est le pilier, n'ait pas plus éprouvé le besoin d'établir d'une façon précise sa théorie du langage, pas plus qu'il n'a pris la peine de donner une théorisation détaillée concernant la procédure qu'il avait inventée, aujourd'hui dénommée le cadre. Je ferai remarquer en passant que toute construction théorique en psychanalyse concernant le langage et qui ne tient pas compte du mode de fonctionnement très particulier de celui-ci au sein du cadre analytique, l'association libre et la règle du tout dire et de ne rien faire, risque de passer à côté de la spécificité de la façon dont celui-ci se présente en analyse. C'est malheureusement cette négligence qui obère gravement, à mon avis, la construction théorique pourtant impressionnante de Jacques Lacan. La langue et la sexualité. Toutes les observations que nous voulons faire, quel qu'en soit l'intérêt, passent loin derrière un fait largement sous-estimé. Les travaux de Paul Guiraud ont montré de manière très convaincante l'omniprésence de la sexualité dans la langue. Freud n'était donc pas, comme on a voulu le prétendre pour le dénigrer, un obsédé sexuel. Il n'a fait que dégager l'esprit de la langue, comme le montre avec éloquence George Arthur Goldschmidt. Une énorme partie, sans doute la plus grande partie des mots de la langue, écrit Guiraud, comporte en puissance une image sexuelle que le moindre contexte suffira à actualiser. Fin de citation. On est surpris par l'étendue des confirmations que l'enquête linguistique peut apporter à la théorie de la libido. D'ailleurs, selon Paul Guiraud, libido, dans la langue initiale, désigne le désir sous toutes ses formes avant de se restreindre au domaine sexuel. Les plus indéterminés des verbes, comme agir, ont pour sens primitif pousser en avant. Agir viendrait donc de pulser. Plaisir viendrait d'apaiser, placarder la tension sexuelle. Désirer en latin se dit aussi cupere et concupiscere de la racine cuep, bouillonner. Besoin désigne ce qui est à faire, besogne, besogner. La métaphore sexuelle a un vaste éventail de représentations. Le coït est identifié avant tout à un faire, désignant l'activité dans sa forme la plus générale et la plus abstraite. Quant au phallus, c'est le sexe érigé qui, dans le langage du corps, et précise Guiraud, il n'y en a pas d'autre, symbolise la verticalité et la fermeté du pouvoir royal en même temps que sa créativité et son pouvoir génésique. Le sexuel est aussi une occasion privilégiée de l'injure. Foutre est souvent associé à coup, visant l'acte sexuel et plus généralement l'action. Les injures à désignation sexuelle sont légion. La passivité est identifiée à un signe de castration et de féminisation. Les prolongements dans l'inconscient des images relatives au sexe correspondent bien à ce que nous en connaissons. Armes offensives représentant le pénis, lieux creux, habités et secrets, le vagin. L'acte sexuel est un combat, une guerre, un conflit, une lutte, une bataille, une mêlée, un assaut, une escarmouche, un choc, etc. Le machisme est bien présent dans la langue. Une fille est tout à la fois un être de sexe féminin défini par rapport à ses parents, une femme non mariée, une servante, une prostituée. Plus profondément encore, Guiraud fait remarquer cette ambivalence de la libido est sans doute plus profonde et essentielle à la relation sujet-objet. Ces observations venues d'une enquête purement linguistique donnent une confirmation rétrospective éclatante aux idées de Freud sur le mot d'esprit. La relativisation du langage dans l'œuvre freudienne. Ce qui rend si difficile une définition
Et une mise en place précise du langage dans l'œuvre de Freud n'est pas seulement l'absence de théorie organisée sur ce thème, mais surtout l'existence d'une opposition à la fois discrète et décisive qui précède la naissance de la psychanalyse, l'accompagne dans son parcours et assiste à un relatif déclin de sa valeur déterminante. Je ne reprendrai pas l'histoire 1000 fois racontée de l'invention de la psychanalyse à partir de la méthode hypnocathartique. Je rappellerai néanmoins ce moment décisif où Freud vit ses interventions suggestives contrées par la demande impérative des patients des études sur l'hystérie, réclamant le droit à la parole et lui imposant le silence. Mais c'est véritablement avec l'interprétation des rêves que tout bascule vraiment, quel que soit l'intérêt des observations antérieures de Freud, sans oublier le temps décisif du proton pseudos. Si je pense que l'interprétation des rêves constitue le moment véritablement mutatif, c'est parce qu'il inclut un modèle à double détente, rêve, récit du rêve, où c'est bien le discours associatif du second temps tenu à propos du premier, auquel le langage est étranger, qui offre une voie d'une grande fécondité. Ce modèle est tellement fort que lorsque Cuglioli abordera la question du rêve, il avouera qu'en tant que linguiste, il ne saurait s'intéresser qu'au récit du rêve. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui nous a mis sur une fausse voie à propos de l'interprétation des rêves en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez souligné l'accent qui est pourtant tout le temps présent dans cet ouvrage mis par Freud sur l'opposition entre les pensées du rêve et le contenu du rêve, c'est-à-dire le travail des pensées latentes et la façon dont le contenu du rêve les transforme. Alors, je ne ferai qu'une citation, mais elle est importante. Les pensées du rêve et le contenu du rêve nous apparaissent comme deux exposés des mêmes faits en deux langues différentes. Ou mieux, le contenu du rêve apparaît, ici la traduction dit à une transcription, alors que Freud écrit Übertragung, c'est-à-dire transfert, des pensées du rêve dans un autre mode d'expression dont nous ne pouvons connaître les signes et les règles que quand nous aurons comparé la traduction et l'original. Nous comprenons les pensées du rêve d'une manière immédiate dès qu'elles nous apparaissent. Le contenu du rêve nous est donné sous forme d'hiéroglyphes dont les signes doivent être successivement traduits, mais ici encore Freud écrit Übertragen, c'est-à-dire transférés, dans la langue des pensées du rêve. On se trompera évidemment si on veut lire ces signes comme des images et non selon leur signification conventionnelle. On a pu faire observer la méfiance de Freud sur le règne des images et la confiance démesurée, a-t-on dit, qu'il accordait au logos. En fait, un paradoxe doit être ici relevé, à savoir que Freud est convaincu que le langage ne peut pas donner la clé des mécanismes inconscients qui relèvent d'une organisation psychique et de mécanismes causaux étrangers à ceux de la logique du langage, mais qu'en revanche, la seule voie du langage permet, fût-ce indirectement, d'avoir un accès au précédent. Freud aura changé de théorie de nombreuses fois durant l'élaboration de ses conceptions, mais jamais pourtant il n'aura, fût-ce un instant, l'idée de modifier le dispositif basal de la cure avec sa règle fondamentale, sa demande d'association libre reçue chez l'analyste par une écoute correspondante obéissant à l'attention, également en suspens, le tout en s'efforçant de maintenir une neutralité bienveillante. Le modèle rêve-récit du rêve, dont l'interprétation dépend, et qui est fondé sur le jeu des diverses catégories de représentation, va progressivement céder la place à cause des déceptions qu'il entraînera,
à un autre où la place du langage est plus restreinte. Si la technique continue à lui accorder une place prépondérante, la théorie, elle, verra son champ diminuer. C'est la deuxième topique, où l'inconscient est remplacé par le ça, c'est-à-dire par l'instance représentative des pulsions qui font maintenant partie de l'appareil psychique, alors que la première topique n'admettait au sein de celle-ci que ces représentations. Puis le moi, dont la plus grande partie est inconsciente, et enfin le surmoi. C'est la motion pulsionnelle qui est devenue le facteur déterminant de l'organisation psychique fondamentale, et son rapport au langage est beaucoup plus indirect qu'avec l'inconscient. Ceci explique le rejet très étendu de la théorie des pulsions aujourd'hui, car le concept embarrasse et l'on ne sait trop qu'en faire, surtout si, de près ou de loin, on adhère à l'hypothèse de la centralité du langage. Dans l'abrégé de psychanalyse, œuvre quasi testamentaire, Freud soutient, je cite, qu'un processus conditionné par la parole permet de conclure à coup sûr que ce processus est de nature préconsciente. On ne saurait être plus explicite sur le caractère insoutenable d'un inconscient structuré comme un langage. Le comme ne fait rien à l'affaire, car l'auteur de la formule, Lacan, n'hésite pas à affirmer en d'autres endroits l'inconscient et le langage. Il est vrai qu'il ne craint pas d'ajouter non plus que l'inconscient n'est pas de Freud, mais de Lacan. Pourquoi ne pas dire tout simplement qu'il ne s'agit pas du même ? Les contradictions de la théorie de Lacan avec les enseignements de l'expérience ont amené plus d'un sympathisant de la théorie lacanienne, même s'il a cessé d'être d'une obédience directe, à tempérer la thèse du signifiant défendue par lui. Ainsi, Rosolato ajoutera à la théorie de Lacan ce qu'il appelle des signifiants de démarcation en dehors du langage et issus des cinq sens. Anzieux, qui avoue son accord avec Rosolato, leur donnera un nom un peu différent en les nommant les signifiants formels, en renvoyant à sa théorie du moi-peau. Laplanche, enfin, proposera sa théorie des signifiants énigmatiques qui déborde de beaucoup la sphère du langage. Mais une question se pose alors. Pourquoi vouloir inclure la catégorie de tous ces phénomènes au sein de celle du signifiant, qui, elle, n'a de sens qu'à être rattachée à la théorie du langage et plus spécifiquement Saussurien. C'est qu'en fait, tous ces auteurs ne renoncent pas à la primauté du signifiant langagier, soit que ce dernier en constitue l'essence la plus noble, soit que seul celui-ci confère leur sens dernier aux autres. Autant de manières déguisées, me semble-t-il, de continuer à se référer principalement à la théorie de Jacques Lacan, tout en prétendant marquer ces distances. Le transfert. Puisque nous avons considéré que notre fil directeur doit se trouver dans la situation clinique, revenons à celle-ci. Quelle que soit la manière dont on l'envisage, elle se caractérise par un échange entre deux parties élisant le canal verbal envisagé de manière spécifique comme mode de transmission entre le patient, l'analysant, et l'analyste, dont l'attitude varie selon les écoles de pensée, mais chez qui on retrouve malgré tout un certain nombre de traits communs. C'est le rapport entre le mode de communication choisi et ce qui est communiqué qui est problématique. Nous avons proposé de comprendre la situation analytique comme relevant de la transformation d'un appareil psychique en appareil de langage, ce qui implique d'une part l'élection de la communication entre deux sujets au premier plan et d'autre part la considération de facteurs extraverbaux dans l'énonciation. Il n'en reste pas moins que parvenu à l'étape de son énonciation,
Ce psychisme qui se fait connaître ainsi ne peut rester étranger à l'impact du langage au-delà de sa simple mise en forme par lui. Et qu'il y prête attention ou pas, cela ne peut manquer d'affecter l'écoute de l'analyste. Mais toutes les couches de la psyché n'y sont pas également sensibles, ce qui justifie entre autres la distinction chez Freud entre préconscient et inconscient. Il faut considérer le langage dans la forme spécifique à la psychanalyse que prend cette parole couchée en association libre à destinataire dérobé, écoutant sur le mode de la neutralité bienveillante. Parmi les caractéristiques auxquelles il ne faut pas cesser de penser dans l'analyse qu'on peut être amené à faire, citons en premier lieu l'hétérogénéité du signifiant qui met en relation les signifiants du langage avec d'autres modes de communication. Soit encore, la communication verbale répartie entre les représentations de choses conscientes et inconscientes, les états du corps propre, les représentants d'actes et, comme dit Freud, les idées et jugements qui représentent la réalité dans le moi. L'intérêt d'une telle conception est de concevoir le sens comme un effet de distribution selon des registres plus ou moins porteurs de tensions conflictuelles, plus ou moins désorganisantes, faisant pression sur la communication de l'expression des significations de manière souvent inattendue, poussant à des formes de déliaison du discours ou à des réalisations, c'est-à-dire que ceci devient réalité, qui perturbe la continuité discursive, tous effets générateurs de disruption. Quant aux affects, il ne saurait s'agir ici que de ceux qui appartiennent au conscient, mais l'évaluation de ceux-ci par rapport à ce qui est supposé leur correspondre dans l'inconscient devra se rapporter à la place qu'ils occupent au sein de la communication par rapport au sens non conscient. Si l'on réserve le terme de signifiant à tout ce qui peut se rattacher à l'ordre du langage, celui de représentation concernera les modes non langagiers de la communication. Cette progression pluridirectionnelle est une continuité virtuelle née de la mise en rapport des termes réunis par les soubassements associatifs. Le fonctionnement en association libre, qui va au-delà de la règle fondamentale, suppose un déploiement non directif faisant à la volonté la part la plus réduite et se laissant aller au gré d'une dérive, accordant la plus grande latitude à la levée des censures, selon ce que j'appelle une auto-désorganisation en liberté surveillée. Celle-ci produit des effets d'irradiation du signifiant, ajoutant au cours brisé de l'association des phénomènes de résonance en amont et en aval, ce que j'ai appelé la réverbération rétroactive et l'annonciation anticipatrice. Ceci suppose, de la part de l'analyste, la tolérance à un mode d'activité psychique qui joue le rôle d'un récepteur de complémentarité. La régression topique, sur laquelle César et Sarah Botella ont insisté. Prolongeant les travaux de Winnicott sur l'espace potentiel, nous avons essayé de définir l'objet analytique, objet de l'analyse et objet dans l'analyse, comme objet tiers, n'appartenant ni à l'analysant ni à l'analyste, mais formé par la rencontre analytique qui, dans sa forme la plus appropriée, hérite des caractéristiques de la transitionnalité. Tom Ogden en a repris la description en proposant de la nommer le tiers analytique, analytic third, qu'il conçoit comme une subjectivité tierce par rapport à celle de chacun des partenaires. Quoi qu'il en soit, cette ère de travail psychique est le siège d'élection des processus tertiaires. Processus qui n'ont pas d'autre matérialité par rapport aux formes primaires et secondaires bien connues que celle de se constituer en liaison entre les unes et les autres. En résumé,
Nous concevons le transfert comme moteur mobile et exposant de la cure en envisageant un double aspect dans son expression unifiée. Le transfert sur la parole, que je conçois sur un mode qui équivaudrait dans l'énonciation à celui du travail du rêve conçu comme élaboration interne du sujet adressé à lui-même, comme voie finale commune subissant les effets de la mutation qui, partie des déterminations du monde interne, s'adresse à l'autre à travers la médiation des objets. Le transfert sur l'objet, qui déborde de toutes parts la parole, est que le fait de la verbalisation requise par la règle ne saurait contenir, mettant en évidence une performativité essentielle de la parole analytique, infiltrée par le désir et poussant l'analyste à imaginer ce qui peut se deviner derrière le consentement apparent à la règle du tout dire mais ne rien faire, dont l'écoute détecte l'agrément de surface et rend sensible la tentation d'appréhender ce qui n'a pas su ou pas pu se dire dans des formes en dehors du langage. C'est l'intérêt de la considération, par exemple, de la somatisation, du passage à l'acte, bref, de tout ce qui déborde le registre de la parole. Le renouveau des études linguistiques. Depuis le moment où Lacan, après avoir exploité les ressources de la linguistique, s'en est progressivement éloigné, celle-ci a produit des avancées très importantes qui donnent à penser aux psychanalystes. Il est bien entendu seulement possible d'en citer quelques-unes parmi les plus suggestives. Je mentionnerai en premier la contribution d'Antoine Cuglioli, auteur d'une conception dite de l'énonciation, et j'adopterai sa définition qui me paraît novatrice. L'activité de, je cite, l'activité de langage est signifiante dans la mesure où un énonciateur produit des formes pour qu'elles soient reconnues par un co-énonciateur comme étant produites pour être reconnues comme interprétables. C'est-à-dire qu'en analysant cette définition, on trouve les caractéristiques suivantes. C'est une activité, elle est signifiante, elle implique un couple énonciateur-co-énonciateur, elle se démarque donc ici de la référence au couple émetteur-récepteur. Il y a production de formes, ce qui est tout à fait essentiel. Toute considération qui ne prend pas en cas l'aspect de forme du langage échoue. Ce sont des formes qui sont destinées à être reconnues par l'autre partenaire, le co-énonciateur, c'est souligné 2 fois, et elles relèvent de l'interprétation. Cuglioli désigne donc 3 fonctions. Je pense que tout ceci est tout à fait acceptable pour un psychanalyste. Cuglioli désigne 3 fonctions, la représentation, la référenciation et la régulation. Il insiste sur une donnée qui pourrait nous donner à réfléchir, celle qui concerne l'acceptabilité des énoncés, explorable empiriquement par la manipulation des énoncés. Mais on peut étendre évidemment cette notion d'acceptabilité en dehors des critères linguistiques. Signalons cette prise de position qui le rend très proche des psychanalystes. La compréhension est un cas particulier du malentendu. Sont aussi intéressantes d'autres conceptions, comme celle de Claude Agege, sur laquelle je passerai rapidement, mais qui a l'intérêt de distinguer 3 niveaux du langage. Le niveau morphosyntaxique, le niveau sémantico-référentiel et le niveau énonciatif hiérarchique. L'intérêt de ces distinctions, que je signale en passant, c'est bien de souligner comment, derrière l'unité apparente du langage, il existe une hétérogénéité fonctionnelle. Et il faut ici remarquer que
contrairement au mouvement conquérant de la linguistique chomskienne, syntaxe et sémantique sont distinguées, sémantique et référence sont également distinguées, et la notion d'hiérarchisation des formes du discours vient ordonner ce que, évidemment, on a un peu tendance à négliger du point de vue psychanalytique. Quand on s'interroge sur l'application des théories de la linguistique, de la phonologie à la sémantique, on se demande quelle branche est plus particulièrement proche de nous, on est amené à constater deux choses. Que d'une part, les effets inconscients peuvent concerner tous les niveaux indifféremment. C'est-à-dire qu'un lapsus peut se limiter à une lettre, tel ce patient qui, protestant, me disait « mais », parce que j'avais donné une interprétation concernant un coït anal, qui m'avait dit « mais le coït vaginal, je l'exècre normalement ». Et ce matin, une patiente me disait encore « je n'irai plus à Noël chez ma sœur, jusque-là j'y allais sous le prétexte de l'aimer », elle voulait dire de l'aider, et bon, vous voyez donc qu'il suffit d'une lettre pour que le sens bascule tout à fait dans le sens de l'inconscient, mais parfois l'inconscient à ce moment-là adopte au contraire, se réfère à une forme syntaxique, parfois c'est un paragraphe entier, c'est le discours qui est en cause. Il n'y a pas de niveau privilégié du langage sur lequel l'inconscient porterait, tout lui est bon pour passer. Et d'autre part, en réfléchissant sur les diverses théories au sein du langage, eh bien, on fait une constatation curieuse. C'est-à-dire de toutes les branches du langage, celle dont nous sommes le plus proches n'est rien d'autre que la poétique. La poétique où nous trouvons des concepts qui nous sont familiers. La poétique à laquelle Jacobson, qui était pourtant proche de Lacan, a beaucoup contribué. Et Lacan a simplement, je ne dirais pas qu'il l'a oublié, Lacan a été trop bon lecteur pour ne rien laisser passer, mais comme ça ne l'arrangeait pas, il l'a carrément passé sous le silence. C'est-à-dire que quand Jacobson énumère les 6 fonctions du langage, il place en premier plan, la première d'entre elles, la fonction émotionnelle. Ça, inutile de vous dire que ça n'arrangeait pas Lacan et il s'est dépêché de l'enterrer. Le paradoxe ici est également que rien ne ressemble moins à un poème que l'échange discursif d'une séance d'analyse, et Bion a qualifié cet échange de « ordinary conversation », conversation ordinaire. En dehors de la linguistique, on a voulu appliquer le modèle de la théorie de la sélection des groupes neuronaux d'Edelman à la linguistique. Ça a été le sens des efforts de Hallyday. S'il est légitime de dire que jusqu'à présent, aucune des connaissances issues des mécanismes du cerveau n'a amené le moindre éclairage sur le fonctionnement du langage des linguistes, on est amené à constater l'existence d'un écart de fait qui n'est pas sans équivalent avec l'écart cerveau-psychisme. Ainsi, Henri Atlan, théoricien de l'auto-organisation, distingue 2 systèmes, le système cerveau-langage et le système langage-pensée. Il conteste la notion de programmation en fonction des données de l'épigénèse et parle d'un système sémogène. Certains psychanalystes ont été séduits par la théorie des actes de langage d'Austin. Cela a nourri les conceptions de Daniel Vidloché,
le seul des descendants de Lacan à abandonner sans regret la conception du signifiant, mais, à mon avis, hélas, pour lui préférer celle des schèmes d'action. À mon avis, la substitution n'est guère avantageuse, car elle rapprocherait la communication analytique d'un modèle pragmatique plus ou moins inspiré par le behaviorisme. À tout prendre, je considère que le système des pulsions que Vidloché propose d'abandonner est infiniment plus fécond dans la mesure où il permet d'envisager les rapports entre pulsion, plaisir, désir, représentation, vœu. Parmi les critiques adressées à la théorie lacanienne, il faut remarquer celle de Natalia Avtonomova, linguiste russe, qui a critiqué dans l'œuvre de Lacan l'hypertrophie des fonctions de la langue en tant que méthode et l'appauvrissement de la langue en tant qu'objet, récusant donc la formule de l'inconscient structuré comme un langage. On en arrive donc au rapport incontournable entre langage et représentation. La célèbre formule de Lacan, le signifiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Ce cœur est en quelque sorte encadré par d'autres modalités représentatives en deçà et au-delà. En deçà se trouve le concept de Freud de représentant psychique de la pulsion, à ne pas confondre avec le représentant représentation. Le paradoxe de la pulsion est qu'elle est un représentant psychique des excitations nées à l'intérieur du corps, et qu'elle a des représentants, c'est-à-dire celle s'en donne, c'est-à-dire le représentant-représentation, il affecte. Et que tout ceci est relié au psychisme dans sa relation au corporel comme fondement de son activité. Quant à l'au-delà de la représentation des mots, on trouve chez Freud allusion à des représentants de la réalité. C'est lui-même qui le dit, idée et jugement représentant la réalité dans le moi. Nous constatons donc que l'activité représentative centrale occupe un espace intermédiaire entre corps et pensée, idées et jugements, etc. C'est là l'originalité de la conception freudienne qui lie la fonction de la représentation d'une part à une activité de reprise, représentation, de répétition, et d'autre part à une propriété dynamique comportant une hétérogénéité fonctionnelle et spectrale du corps à la réalité. Ce que l'on peut donc dire est qu'à chaque passage d'une modalité à une autre, quelque chose se perd et quelque chose se gagne tout aussi bien. Cette activité représentative ne prend sens qu'au sein des fonctions d'un appareil psychique qui déborde de toutes parts le langage et qui utilise les canaux de communication que le langage n'a pas rendu inutiles ou obsolètes. C'est un grand sémiologue qui s'appelle Sébeok qui l'a fait remarquer. Il est vrai que la théorie de la représentation demeure en partie imprécise. Mais pour arriver à ressaisir les choses, je dirais qu'il y a double signifiance de signes et de sens. C'est Benveniste qui l'a montré. Double représentance de mots et de choses. Double référence à la réalité psychique et matérielle. Ici, quelques mots de précision. Tous les linguistes ayant à réfléchir sur l'autre du langage ne conçoivent celui-ci que comme se référant à un monde qu'il s'agit d'agencer et de structurer, un monde, sous-entendu, extérieur. La psychanalyse, au contraire, envisage la double référence au monde extérieur et intérieur
et aux contradictions soulevées par cette opposition. Donc, triple activité dédoublée pour chacun des termes. Mais si on en vient maintenant à la théorie de la représentation, Lacan aurait certes pu, au lieu de l'attaquer à boulet rouge pour favoriser la thèse du signifiant, aider à la clarifier pour nous. Mais il lui aurait fallu pour cela dévoiler un peu plus avant ses batteries et préciser plus qu'il ne l'a fait la dette qu'il avait vis-à-vis de Charles Sanders Peirce. C'est chez lui, en effet, que l'on trouve la conception la plus poussée qui nous permet d'avancer notre réflexion, sans avoir le temps de lui accorder toute la place qu'elle mériterait. Je rappelle ici la définition que Charles Sanders Peirce donne du représentamen, le concept même de représentation, dans sa sémiotique, et dont il a posé les fondements avant Freud. Un représentamen, je m'excuse de demander votre attention, c'est un peu compliqué, est le sujet d'une relation triadique avec un second appelé son objet, pour un troisième appelé son interprétant. Je note au passage qu'un interprétant est un élément constitutif du signe et signe lui-même, et non la personne qui interprète. Cette relation triadique, je reprends la citation, étant telle que le représentamen détermine son interprétant à la même réaction triadique avec le même objet pour quelque interprétant. Ceci est la base d'une conception que j'ai personnellement adoptée et qui est celle de la tiercéité comme constitutive. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le tiers arrive après le 2. La tiercéité est fondamentalement inscrite dans la subjectivité et elle offre, à mon avis, si la perspective unique, monadique, ne peut nous satisfaire, nous ne saurions non plus nous satisfaire de la relation à deux, celle du je et du tu. La tiercéité nous donne à la fois, je dirais, la dimension justement de la progression. C'est-à-dire qu'en effet, si ce représentamen détermine son interprétant à la même relation triadique avec le même objet pour quelque interprétant, c'est là que la conception de l'autre se trouve incluse, et c'est là, on peut dire, que l'on peut voir le système progresser. Autrement, on est forcément ancré dans un statisme. Et Peirce de préciser que ceci réfère en fait à un pouvoir du représentamen. Ces propos ont été tenus par lui 3 ans après l'apparition de l'interprétation des rêves, encore qu'il y a de nombreux signes qu'il possédait les bases de sa conception avant même, je crois vers 1896. Il me semble les seuls à épouser la spécificité de l'échange analytique d'être un dialogue sur un monologue vu sous l'angle d'un discours à une voix qui en dissimule deux et qui fait coïncider l'extrême de la subjectivité avec une objectivation de la subjectivité par une voix tierce dont le discours est indissociablement branché sur le précédent. Le renvoi à l'œuvre de Freud sert de base à l'ensemble des réflexions de la psychanalyse dans son rapport au langage. Le plus généralement, cette réflexion suit la chronologie de la pensée de Freud dans son parcours, depuis la psychopathologie de la vie quotidienne en passant par le mot d'esprit, etc.
et elle s'arrête en général au terme de la première topique. Lapsus et mot d'esprit servent de base à la réflexion, comme je l'ai dit, le lapsus comme formation sous-signifiante et le witz comme sursignifiant. Le witz est volontaire. Je pense personnellement qu'il y aurait intérêt à procéder à une lecture à rebours qui commencerait par la fin pour remonter aux origines. Car c'est là, et là seulement, que prenant connaissance du point d'aboutissement, on comprendrait mieux les hypothèses de départ. Ainsi, je proposerai de faire démarrer la réflexion par l'homme Moïse et la religion monothéiste, où Freud présente des remarques fort intéressantes sur le langage et la toute-puissance de la pensée. Il écrit à son propos: il s'agit d'une surestimation de l'influence que nos actes psychiques, ici nos actes intellectuels, peuvent exercer sur le changement du monde extérieur. Plus loin, toute la magie des mots appartient au même ordre d'idées et à la conviction qu'un pouvoir est lié à la connaissance et à l'énonciation d'un nom. Cela est vrai non seulement du lexique, mais aussi des formes syntaxiques. Lacan n'allait-il pas jusqu'à dire que c'était le monde des mots qui créait le monde des choses? Il me semble qu'une technique analytique qui accorde un pouvoir au langage en tant qu'il reflèterait la structure de l'inconscient tombe sous le coup d'un reproche équivalent. D'ailleurs, pour demeurer dans la pensée de Lacan, quand mesurera-t-on le saut qui a abouti de l'invocation du nom du Père à la langue maternelle en un seul mot? En fait, il y a bien un ordre des signes, et Lacan, mieux que personne, a aidé à le faire comprendre. Mais ce serait une erreur de croire que cet ordre des signes n'est pas à mettre en relation et en perspective avec l'ordre des choses. Dans les années de gloire du lacanisme, qui furent aussi celles du structuralisme, Derrida s'est élevé contre ce qu'il a appelé le logocentrisme, pour défendre l'idée d'une archi-écriture antérieure au langage. À mon avis, Derrida avait raison contre Lacan, dans la mesure où il introduisait dans la pensée philosophique ce qui avait déjà été découvert par Freud sous la forme des traces mnésiques verbales, en liant la prise de conscience à la transformation des traces mnésiques de choses en traces mnésiques verbales. Malheureusement, que Derrida ait eu raison contre Lacan n'a servi en rien à la psychanalyse, car il est clair, à le lire en détail, qu'il n'en veut rien savoir, derrière les apparences. En revanche, si cela peut nous donner l'occasion de réfléchir sur les rapports entre écriture et parole, cela pourrait nous aider à voir plus clair. Si l'on considère l'écriture, au-delà des différences entre idéogramme et écriture syllabique, on peut certes la définir comme une adresse à l'absent, mais peut-être a-t-on encore mieux à faire en faisant remarquer que l'écriture, c'est la langue moins l'affect. Je m'explique. Dans la parole, le sens est donné par les mots en tant qu'ils sont émis par le corps, la voix représentant le canal privilégié de l'affect. Dans l'écriture, par la seule trace, on est obligé de faire le sacrifice du corps en tant qu'affect, les mots ayant la charge de le transcrire dans leur système, en barrant la voix des canaux par lesquels ils s'expriment ordinairement. L'écriture serait donc peut-être un système intermédiaire entre choses et mots. À la fin de sa vie, Freud devait reconnaître la nécessité de prendre en considération d'autres types de signes lorsque l'on avait affaire à des traumatismes antérieurs à l'acquisition du langage, en gros avant l'âge de 2 ans.
C'est tout le sens de construction en analyse qui accorde à l'hallucination la valeur de souvenir que le langage ne peut guère assurer. Depuis, la psychanalyse s'est beaucoup développée dans cette direction avec l'œuvre de Mélanie Klein et de ses successeurs. Trop unilatéralement, sans doute, d'une façon qui n'a pas toujours convaincu, spécialement dans ce pays qui a accordé plus d'intérêt aux conceptions de la transitionnalité présentée par Winnicott. Actuellement, un formidable renouveau a lieu au sein des études saussuriennes. Si Lacan avait pu en être le témoin, sa conception en eût été profondément modifiée. L'examen scrupuleux du cours de linguistique générale et de la version qu'en ont offert ses éditeurs, Bally, qui a succédé à la chaire de Saussure en 1913, et Séchehay, cet examen conclut au fait que ce qui a été publié ne saurait représenter fidèlement la pensée du maître de Genève, qui est en fait beaucoup plus complexe. D'ailleurs, Bally, dans sa leçon inaugurale, critiquait ouvertement Saussure et sa pensée qu'il considérait comme intellectualiste et ne faisant pas assez de place justement aux valeurs émotionnelles du langage. Mais en fait, l'étude des sources manuscrites du cours de linguistique générale montre que la pensée de Saussure est beaucoup plus riche et beaucoup plus nuancée que ce que nous lisons, c'est-à-dire l'édition de 1916. Les réflexions d'un certain nombre d'auteurs, parmi lesquels il faut citer Raymond Godel, Simon Bouquet, Claudine Normand, entre autres, renouvellent complètement notre optique de la linguistique saussurienne et dans son appréhension de la langue. L'idée essentielle est la nouveauté de la considération de la langue comme système. Système unifié, le son et le sens y étant solidaires, et système unifié tel que signifiant et signifié sont inséparables. Cependant, ici, une contradiction apparaît. Si en tant que système de signes, son sens, la langue fait système, si artificielle qu'en soit la décomposition, elle a quand même lieu, voire la phonologie. Ce qui apparaît, c'est qu'on ne peut parler de système qu'en ce qui concerne le signe ou le son, mais que cela ne semble pas possible en ce qui concerne le sens, c'est-à-dire le signifié, c'est-à-dire encore le concept. Aucun traitement des concepts, objet de la philosophie, ne peut justifier l'idée de système. On aurait donc une idée qui s'applique soit à la localité du signe, soit à sa matérialité psychique, en étant obligé de reconnaître son défaut au niveau de ce qui est signifié. Or, si l'on peut souscrire à l'idée qu'il vaut mieux éviter de chercher la nature du langage du côté de la communication, il reste quand même et toujours cette place vide du système au niveau du signifié. Il y a donc un écart signe-signifié avec une possibilité d'illustration au sein du signe par le moyen du signifiant qui se donne à la fois comme modèle et inconcevabilité puisqu'il s'agit de concepts. Que les concepts ne puissent faire système est de grandes conséquences. Peut-être la solution tient-elle au fait qu'une véritable sémantique, à la façon dont Peirce la présente, implique l'éclatement du signe pour proposer un ordonnancement des concepts et qu'il nous faudra alors procéder à une distinction capitale entre le concept comme signifié du signe linguistique et le concept comme signifié du signe linguistique et extra-linguistique. Mais en parlant de signes extra-linguistiques, va nous manquer, pour ceux qui sont en dehors du langage, l'armature signifiante comme matériau psychique servant de support à un type de signifié qu'il est particulier. Car
Si nous savons que le signifiant est l'expression de la matérialité, mais dans son empreinte psychique, quels sont les équivalents pour les autres sens tels que Rosolato les présente? Si vous prenez la notation musicale, vous avez effectivement une notation, mais quels peuvent être les supports matériels de la sensorialité? C'est une position qui est difficilement concevable. Et c'est une contradiction interne. C'est en tout cas la question qui se pose lorsqu'on transfère ces idées à la psychanalyse, à savoir dans la relation entre le signifié et le représenté. Ici, le rapport s'inverse. Alors que dans le langage, les opérations portant sur le signifiant se présentent à la fois de manière délimitée et précise, Freud l'avait vu en 1895, alors qu'au contraire, celles qui traitent du signifié concept échappent à la même délimitation et à la saisie des opérations qui les relient. Lorsqu'on aborde la question de la représentation, ce serait plutôt le représenté qui se laisserait appréhender beaucoup plus facilement que le représentant. Pour le représenter, en tout cas, possédons-nous un ensemble d'hypothèses dans une certaine mesure contradictoires entre elles, ou tout au moins ne mettant pas en place ordonnatrice les mêmes référents de la réalité psychique, mais qui pourraient, dont nous pourrions en proposer qui soient reconnus comme un préalable. Alors qu'en ce qui concerne le représentant, rien dans le domaine qui ne dépend pas du langage et de la conscience ne se propose à nous de manière convaincante. La réflexion linguistique amène à distinguer un certain nombre d'aspects dont les articulations ne sont pas claires. 3 niveaux se donnent comme objet de réflexion: celui de la définition philosophique du langage, celui de la grammaire savante, comparée ou pédagogique, et celui de la linguistique proprement dite. On voit bien qu'à s'attacher au niveau linguistique proprement dit, non seulement on restreint le problème, mais on peut même se demander s'il n'y a pas là comme une contradiction qui consistera à retrouver en son sein les autres aspects, sans pour autant considérer qu'ils y figurent en y étant englobés et subordonnés au point de vue linguistique. C'est ce que j'ai dit à propos de Rosolato dans Yeux et de la planche. Il y aurait donc envisagé sous l'angle de l'intériorité et de l'extériorité une sorte de double fonctionnement des mêmes types de problèmes. Ces remarques ont pour conséquence de mettre en question la notion de langue comme forme. La forme impliquant à la fois le maintien de ces normes et la nécessité d'admettre en son sein ce qui assouplit ou rompt dans une certaine mesure avec ce qui maintient fermement sa régularité. Car tout le langage est là dans la combinaison des régularités et des aspects d'irrégularité. Ici apparaît sans aucun doute un 4e aspect du langage dont nous n'avons pas parlé jusque-là. C'est celui du langage comme création. S'il est maintenant admis que la langue n'est pas un instrument de vérité, ce qui préserve l'existence du champ logique, mais question, comment peut-on se servir d'une démarche investigatrice à l'endroit de la vérité ayant pour outil principal la langue en tant qu'elle n'en est pas un? Autrement dit, nous tombons ici sur les relations logique et langage. Mais à l'opposé, nous avons une autre orientation qui, elle, est indiscutable, à savoir celle du langage-création, la littérature. Ainsi, d'une part, un rapport visant à un absolu aléatoire, de l'autre, une certitude, dont il n'est pas possible de dire sur quoi repose l'atteinte de ces buts. La généralité de la raison est supposée pouvoir se refléter dans la diversité des langues et pour une même langue dans la diversité des usages. Mais la description de cette diversité ne se laisse pas toujours enfermer dans le cadre rationnel, a priori, censé en représenter les traits communs de structure. Ceci est extrait du récent ouvrage de Claudine Normand sur Saussure.
Il y a un a priori de la raison gouvernant le langage, tout comme un autre a priori qui coexiste avec elle, selon le langage a affaire avec le monde, c'est-à-dire à la réalité extérieure, en ignorant ce que la psychanalyse appelle la réalité psychique. La référence à la raison est liée, me semble-t-il, de façon étroite à celle de systèmes dans leur fonction commune de délimitation, de cohérence et de relation cause-conséquence. Cette référence commune est nécessaire pour la définition d'unité dégagée de masses plus ou moins amorphes, car ceci est essentiel. Le langage est prélevé sur une masse plus ou moins informe. Nous retrouvons ce même problème à l'envers dans la difficulté que nous aurons à concevoir la définition d'unité au niveau du concept. Le renoncement à certains aspects formels de la raison, ce que constitue l'association libre, met encore plus en cause la délimitation d'unité. Si Saussure emploie le mot amorphe, adjectif qui qualifie la masse d'où les unités doivent être extraites, ceci concerne sans doute la qualification dépourvue de forme, mais est contredite au contraire par la potentialité dynamique accrue qu'implique son mode associatif. Je cite encore Claudine Normand, prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n'est nécessairement délimité, il n'y a pas d'idée préétablie et rien n'est distinct avant l'apparition de la langue. La substance phonique n'est pas plus fixe ni plus rigide. Le rôle caractéristique de la langue vis-à-vis de la pensée est de servir d'intermédiaire entre la pensée et le son. Il s'agit de ce fait en quelque sorte mystérieux que la pensée, son, implique des divisions et que la langue élabore ces unités en se constituant entre deux masses amorphes. Le choix qui appelle telle tranche acoustique par telle idée est parfaitement arbitraire. On voit qu'ici deux cas sont à considérer, la pensée comme nébuleuse et la langue comme mise en forme reposant sur la constitution d'unité. Deux observations en découlent. Celle de la rationalité des unités, dont l'observation montre qu'elle ne recouvre que très imparfaitement le système, et celle de la constitution de modes psychiques différents des deux autres précédents. Le troisième argument est porteur du même défaut. Il concerne les rapports vis-à-vis des signes au sein de la vie sociale. Préoccupation légitime qui demande aussi à ce que soit considéré l'usage privé non destiné à l'échange social, systématiquement négligé par les linguistes, et où l'endophasie serait un distingué de la pensée nébuleuse et à laquelle ne pourrait être que partiellement appliqué le caractère social. Il y a donc une spécificité à défendre qui irait de la même manière que la linguistique cherche sa spécificité par rapport à la spécificité du langage ou à la sociologie, et en ce qui concerne la pensée du psychisme non structuré, par la raison comme différente de ce que la linguistique en dit quand elle-même cherche à se démarquer de la logique philosophique ou de la sociologie ou de l'histoire. Tout ceci, bien entendu, fait déboucher la réflexion sur le pivot bien mis en évidence et repris chez nos contemporains, mais scotomisé par Lacan, la valeur. En effet, il me semble que l'œuvre de Lacan a consisté très souvent à confondre le signifié et la valeur. Or, dans Saussure, ce qui importe, c'est la valeur. Une activité significative qui réussit la synthèse supérieure de la signification est celle de la pensée mythique. C'est à elle que nous laisserons le dernier mot. Dans un ouvrage qui est la transcription de discussions entre 4 mythologues, spécialistes des chamans de Sibérie, des Indiens de Bugis, des célèbres, des Indiens Bugis des célèbres, des Indiens Kuna d'Amérique latine et enfin de l'Inde védique, chacun
rapportant les connaissances qu'il a acquises au sujet de la déesse parole, on peut tirer, au-delà des particularités de chaque civilisation, des conclusions qui font communiquer les divers domaines entre eux. La place de la parole dans l'accès au divin ne lui accorde qu'un rôle partiel et privilégié, mais au milieu d'autres modes de communication par les signes où entrent en jeu la possession, les visions ou la transe qui peuvent être poussées jusqu'à leurs extrêmes limites. Chaque civilisation conçoit la parole des dieux à sa manière, et ce n'est pas le lieu ici de s'y attarder, quoiqu'il y ait beaucoup à apprendre de ces confrontations pour l'idée que l'on pourrait se faire de l'inconscient. Je terminerai en évoquant un mythe védique. La déesse parole est fille du grand géniteur primordial, le Prajapati, dont Lacan parle à la fin de son rapport de Rome et dont je ne crois pas que quiconque ait été se renseigner pour savoir ni qui il était, ni ce qu'il était. La déesse parole est une déesse très féminine et très séduisante. Elle doit être sexuellement possédée pour être captée. Elle a une affinité pour le sacrifice, c'est-à-dire pour sa figure mythologique. Cette affinité aboutit au projet de leur accouplement. Parole et sacrifice, dans la pensée indienne, sont reconnus comme presque synonymes. Ils s'accouplent, c'est-à-dire qu'ils sont l'un et l'autre annulés par cet acte. Les autres dieux sentent là une menace dans la procréation d'un être qui rendrait leur existence superflue si cet accouplement venait à se produire. Ils délèguent alors une mission à Indra, le roi des dieux, invoquant les vertus guerrières et combattantes, qui devient pour l'occasion leur héros. Indra se transforme alors en embryon et se glisse dans l'union sexuelle des amants, parole et sacrifice, pénétrant la matrice de parole, empêchant que naisse l'enfant qu'elle aurait de sacrifice. À sa naissance, Indra arrachera avec lui la matrice de parole. La naissance, bien qu'ayant eu lieu, devient avortement, infanticide, castration. Car l'être qui naîtrait de l'accouplement du sacrifice et de la parole sera un être prodigieux qui nous réduira à néant, pensent les dieux. Peut-être ce mythe, tout comme cet autre, où la déesse parole suscite un désir incestueux chez son père, est-il source pour nous de réflexion. Quoi qu'il en soit, on voit bien que la parole, à elle seule, ne saurait être pleine. Il faut qu'elle suscite l'union incestueuse avec le Père ou avec le sacrifice pour engendrer les bouleversements psychiques à la source de notre humaine condition. Bon, évidemment, il n'est pas question de discuter ou de commenter ce travail que vient de nous présenter André Green. Ce n'est ni le moment, parce qu'il faut le temps de le digérer, ni mon rôle en fin de compte. Mais peut-être que je peux comme ça donner très rapidement au fond une série d'associations qui me viennent et dont j'ai bien conscience qu'elles vont rabattre, réduire et étriquer le propos d'André Green, mais
mais peut-être aussi l'orienter dans un sens qui... parce qu'au fond, comme ça, je suis bien obligé de tenir compte que cet exposé a lieu ici, dans un cadre organisé autour d'une revue de psychiatrie. Et que donc, on peut remonter un peu les choses comme ça. Au fond, ce langage dont André Green a montré qu'on pouvait à la fois exposer la théorie et l'exposer en la faisant, c'est-à-dire montrer à la fois l'objet et le mouvement de l'objet, c'est-à-dire qu'une construction, comment est-ce que, à quoi ça sert? Et à quoi ça sert ce qui pourrait renvoyer à cette définition, à ces définitions utilitaires ou par l'usage que Bion aime bien, du style à quoi ça sert ce langage et ces paroles et ces mots, hein, il dit, vous m'excuserez de le citer comme ça de mémoire et donc très approximativement, que les mots, et en particulier les mots du dictionnaire, les mots de la grammaire, ont un intérêt fondamental parce qu'ils permettent à des gens ordinaires de faire des choses, des actes de pensée ordinaires, que sans ces mots codés, seules des personnes tout à fait extraordinaires pourraient accomplir. Hein, que donc il y a là une idée du mot, du langage, outil qui nous permet d'approcher quelque chose de trop compliqué pour nous, d'une certaine manière. De la même manière que ce que Green dit très clairement, c'est combien, en fait, il y a une chaîne de représentations différentes, véritable chaîne qui, à chaque étape, transforme, déforme et enrichit ce qui s'est passé à l'étape précédente. C'est-à-dire que l'approche que nous pouvons avoir de l'objet qui nous intéresse n'est qu'une approche plusieurs fois déformée, reformée, remodelée. Et on voit bien à ce moment-là combien toute cette construction théorique dynamique, psychanalytique, du vertex psychanalytique, peut être tout à fait centrale et fondamentale pour les applicateurs que sont les psychiatres. Tout à fait fondamentale parce que c'est rompre délibérément avec tout ce qui peut, de loin, de près ou de côté, ressembler à une approche directe des objets et des phénomènes. C'est rompre délibérément à tout ce qui peut ressembler de près, de loin ou de côté, avec une observation, entre guillemets, objective des choses, qu'il s'agisse de la caméra appositon ou qu'il s'agisse du comportementalisme. C'est rompre absolument et radicalement avec la facilité. Et c'est bien mettre le processus de pensée, son fonctionnement et ses dysfonctionnements, à quelque étape que ce soit, au centre de la problématique psychiatrique, je dis bien psychiatrique, hein, et aussi au centre même du fonctionnement du psychiatre. Et que là, je pense que nous avons, à travers ce que André Green vient de dire, à travers cette approche construite, bien boutiquée, de la question du langage, un instrument de travail et de réflexion qui est fondamental pour l'ensemble de la communauté psychiatrique. Donc c'est juste une réflexion. Ça va bien au-delà de ça. Ça déborde de toutes parts. C'est un mot que vous avez employé plusieurs fois, bien sûr.
Mais cette réduction et cet aplatissement-là, il me semblait important de le faire. Je crois qu'il nous reste là une demi-heure, hein, à peu près, et que à vous le dé. Oui, il y a des micros là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour... Voulez-vous avoir la gentillesse de dire votre nom? Oui, Yveline Laureau, je suis psychiatre. Bien. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de reparler un peu de ce concept de tiercéité en lien avec la question du mouvement, de la progression, si cela ne vous ennuie pas trop. On se bouscule. Bon, je vais peut-être commencer à répondre, ça vous encouragera peut-être à prendre la parole par la suite. Je voudrais d'abord répondre à Simon Daniel Kipman, parce qu'il a eu tout à fait raison de me rappeler que cette conférence s'inscrivait dans un cadre psychiatrique. Et il sait bien que chaque fois qu'il me l'a demandé, je n'ai jamais refusé ma collaboration à la revue de l'Association française de psychiatrie et d'une manière générale. Bon, bien que la vérité m'oblige à dire que je ne peux guère prétendre continuer à être psychiatre du fait de ma pratique. Mais il y a en moi comme une marque indélébile et qui, je crois, comme l'adjectif que je viens d'employer, ne me quittera pas. Mais évidemment, si indélébile qu'elle soit, elle porte sa date. C'est-à-dire que je suis un psychiatre de la fin des années 50 et des années 60. Et bon, je ne vais pas me mettre à jouer les anciens combattants et à me lamenter. Et je me rappelle que Lanthéry avait dit que peut-être qu'il s'agissait là d'une sorte de fonction ornementale, quoi. Ça donnait un peu au savoir psychiatrique qui était à l'époque, qui a toujours eu toujours, jusqu'à un certain temps, toujours eu en tout cas à lutter pour avoir sa place parmi les disciplines réflexives. La psychiatrie de mon temps, la psychiatrie de Hay, était une psychiatrie qui ne pouvait se concevoir que comme réflexive. La question était de savoir si la linguistique était là que pour nous donner un ornement de plus à la panoplie des psychiatres de l'époque pour se targuer d'être de beaux esprits, cultivés et au courant. Je me rappelle même d'un écrit qui commence à dater, qui était dû à la plume de Patrice Boyer, où Patrice Boyer montrait une chose qui m'avait beaucoup troublé, c'est-à-dire que son enquête sur le langage montrait une remarquable solidité du langage et qu'il fallait attendre ou atteindre des stades de régression quasi démentielle pour voir le langage se décomposer.
ceci est évidemment important à une époque où on parlait encore beaucoup de la schizophasie, par exemple. Or, si à l'époque on pouvait se poser la question, comme vient de le montrer Kipman, aujourd'hui on ne peut plus. On ne peut plus se poser la question, parce que toute la psychiatrie actuelle est anti-réflexive et anti-langagière. C'est-à-dire que les modèles importés des États-Unis sont des modèles qui remplacent la question du sens par celle du comportement. C'est le comportement qui devient la référence essentielle. Alors, moi, justement, je voudrais un peu corriger ce que dit Kipman. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la caméra appositon pour dénoncer ça. C'est le sens même de la pratique psychiatrique qui est en cause. Moi, il m'arrive d'avoir des psychiatres sur mon divan, et puis j'en entends qui me disent « Nous, ce qu'on nous apprend, c'est à passer le minimum de temps possible avec un patient pour décider, dans ce minimum de temps, quel est le bon produit à lui administrer. » Alors, ne croyez pas du tout que je sois personnellement contre la médication. Mais de toute façon, et même à mon époque, tout ça n'avait de sens que pour autant qu'il y avait une relation de parole établie entre le psychiatre et son patient. Bien entendu, ne croyez pas que je sombre dans l'illusion, que je pense que la parole suffit. Non, je suis convaincu, et mon exposé le montre, qu'il ne faut pas négliger les autres canaux de la communication. Mais enfin, la question du sens reste centrale, la question de la signification. Parce que là, nous tombons effectivement sur une donnée qui nous unit tous, normaux, névrosés, psychotiques, psychiatres, analysants, analystes, papous. C'est quelque chose, c'est un problème qui nous est commun et que par conséquent, nous voyons que ça sert. Ça sert parce qu'autrement, la psychiatrie qu'on fait, c'est une psychiatrie vétérinaire. Remarquez qu'il y a des gens qui s'en accommodent fort bien. Pourquoi chercher les complications? L'important, c'est que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire que ça marche? Ça veut dire que les échelles de comportement vont vous orienter rapidement, que le médicament va lui aussi vous permettre de faire des tris, etc. Or, évidemment, je dois dire que moi, si cette psychiatrie-là avait existé de mon temps, je ne serais pas devenu psychiatre. Et je continue à penser qu'aujourd'hui, le problème se pose de la même manière. Et on sait que j'ai en général une activité, une position militante, même si je ne milite pas. Et je n'ai jamais cessé de penser que depuis la fondation du syndicat des psychiatres, le syndicat des psychiatres était un organe de combat. À un moment où on ne pouvait pas prévoir tout ce que Kipman vient de rappeler, mais de toute façon, ces tendances-là ont toujours existé. Voilà donc pour la question de l'intérêt de la réflexion concernant le langage et dans le rapport psychanalyse-psychiatrie. On vient de me poser une question concernant la tiercéité. Je vous dirais que c'est probablement ce que je considère de plus important dans ce que je vous ai dit. Alors, vous avez posé une question où vous avez, me semble-t-il, saisi l'essentiel. C'est-à-dire que la tiercéité, ce n'est pas seulement l'examen d'une structure triadique, c'est la façon dont la dimension dynamique s'accomplit dans la relation subjective.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un niveau dans l'échange des signes où il faut que ce qui s'échange entre deux personnes puisse être transféré à un troisième qui n'est pas là. Et ça, c'est la condition même du mouvement subjectif. Et c'est en quoi la relation duel, dont on a beaucoup parlé, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis qu'elle est une illusion. Parce que Winnicott a dit un bébé, ça n'existe pas, et après lui, je dis un bébé et une maman, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de papa dans la tête de la maman, ça ne bouge pas. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond dans la circularité et dans la clôture. Je ne peux que vous encourager à lire Peirce, qui est un auteur difficile, mais je pense essentiel. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est effectivement l'alternative entre linguistique et sémiotique. C'est-à-dire qu'en général, on s'en tire, voire benveniste, en disant le langage est l'interprétant de tous les autres systèmes de signes. C'est vrai, mais le rapport que le langage entretient avec les autres systèmes de signes n'est pas le même selon les systèmes de signes considérés. D'où l'intérêt d'une position sémiotique. Une position sémiotique est une position qui inclut le langage, mais l'inclut au sein d'un système de signes. Et quand je vous ai parlé des ouvrages récents sur Saussure, le projet de Saussure était de fonder une sémiotique généralisée. Il n'en a pas eu le temps, mais il était parfaitement conscient des enjeux. Je ne saurais assez vous recommander de vous mettre au courant, de vous mettre un peu à jour concernant les réflexions nouvelles sur Saussure. Il y a un petit livre de Claudine Mormand édité aux Belles Lettres qui s'appelle Saussure, et il y a également un autre livre de Johannes Fer au PUF qui s'appelle Saussure entre linguistique et sémiologie, qui est clair, qui est très bien fait et qui, j'en suis sûr, vous fera beaucoup réfléchir. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous en dire davantage. Mais ce que je voudrais souligner, c'est comment l'analyse vous met en présence de la tiercéité. C'est-à-dire que quand un patient vous parle d'un rêve et qu'il fournit des associations et qu'on arrive à construire ce qu'a pu être le travail du rêve, eh bien, il est tout à fait clair que l'échange entre l'analyste et l'analysant n'est pas suffisant. Je dirais que pour que le rêve fonctionne, pour qu'il marche, bien qu'il soit solipsiste, pour être interprétable, il faut introduire cette dimension de tiercéité, car c'est la dimension de l'interprétant qui est présent dans le rêve et qui devrait être valable pour tout autre interprétant, qui n'est pas lié à la personne de l'interprétant pris dans la situation analytique. Voilà pourquoi je pense que c'est une notion tout à fait capitale et que je pense en particulier qu'il est regrettable que Lacan ne l'ait pas davantage, n'y ait pas davantage réfléchi et proposé. Bon, je m'appelle Frédéric François, je suis linguiste et non pas analyste, et donc je ne vous dirai rien sur toutes les difficultés que j'ai à l'égard du maniement du mot inconscient, que je garderai pour moi. Juste quelques remarques sur
me semble-t-il, les difficultés que nous avons tous maintenant face à l'éclatement de la linguistique par rapport à la période d'il y a 40 ans et à la difficulté où nous sommes lorsque on doit en 1h30, comme vous l'avez fait, traiter d'un très très grand nombre d'aspects pour rester rigoureux tout en étant forcément un petit peu allusif. Et il m'a semblé, je m'excuse de ce que ça peut avoir d'un petit peu critique, mais j'aime mieux parler franchement, il m'a semblé, si vous voulez, que lorsque vous essayez de montrer quelque chose, l'aspect relativement rapide du propos ne présentait aucun inconvénient. Puisque, par exemple, quand vous avez fait appel à Peirce, je pense que nous avons tous été frappés de cette réflexion, même si le mot tiercéité chez Peirce veut dire des tas de choses très différentes, quelquefois ça veut dire simplement concept, jugement, raisonnement, enfin, je ne suis pas très sûr d'arriver moi-même à comprendre tous les sens de tiercéité chez Peirce, mais ce qui est certain, c'est que ça nous montre quelque chose. En revanche, j'ai été ennuyé à 2 moments, lorsque j'ai eu l'impression que vous essayez d'écarter des auteurs, et naturellement, ma réaction, c'était de me dire, mais je trouve qu'il est vraiment violent. Je prends 2 exemples. Je le suis. L'exemple d'Austin, que vous avez traité très très rapidement, au moment où vous avez parlé de M. Vidlocher, et en ramenant la pragmatique d'Austin à une forme de pragmatisme très rapide. Or, il est sûr que quand Austin, par exemple, développe toute la théorie du perlocutoire, il me semble qu'il y a là une façon d'analyser la façon dont quelque chose se dit à travers le langage et non pas par le sens codé des mots, qui est peut-être quelque chose qui doit avoir du rapport avec ce qui se passe en analyse. De même, dans la façon dont votre introduction, dont vous avez écarté très très vite Wittgenstein en fonction de la nature de ces polémiques à l'égard du texte de Freud, qui sont des notes très rapides de Wittgenstein et qui s'accompagnent toujours néanmoins de plein d'intérêt de la part de Wittgenstein à l'égard de Freud, il m'a semblé que vous risquiez d'écarter la notion de jeu de langage telle que Wittgenstein la développe et qui, me semble-t-il, est justement une des façons de sortir de la violence structuraliste d'il y a 40 ans qui coupait peut-être les ponts entre la linguistique et la psychanalyse. Alors, vous voyez, je trouve qu'il est plus facile d'être rapide pour montrer quelque chose et que quand on est rapide pour critiquer quelque chose, à ce moment-là, le récepteur est en position de dire oui, mais... Monsieur François, je crois que... Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Nous avons fait partie du même jury de thèse de Madame Menet. Je me suis livré ce soir à un panorama parce que je pense qu'il est essentiel que les choses soient mises en place. Si je m'étais borné à 1 ou 2 aspects, je crois que mes collègues n'auraient pas eu une idée du champ et de l'histoire de la linguistique. En ce qui concerne les 2 critiques ou les 2 objections que vous avez soulevées, bien entendu, j'ai été bref en ce qui concerne Austin, mais mon manuscrit comportait des allusions au perlocutoire, à l'illocutoire, à l'allocutaire, etc. Je continue à maintenir que malgré l'intérêt apparent de cette théorie, je pense qu'elle est dangereuse pour la psychanalyse, car je continue à penser que la base pragmatique de la théorie, j'irai même plus loin, je pense que la pragmatique est devenue un modèle de pensée dans la plupart des sciences humaines, et je considère cette évolution comme regrettable. Et je regrette beaucoup que mon excellente et éminent collègue Daniel Vidlocher
ait fait ce choix. Car je pense en effet que remplacer le signifiant par le schème d'action et en s'appuyant sur Austin, eh bien, risque de nous entraîner à des dérives tout à fait regrettables. Donc, je maintiens ma critique de pragmatisme, et j'ai entendu parler du pragmatisme pour la première fois en 1972 par cet homme dont le nom est à consonance espagnole et qui Prieto, qui était à Genève et qui nous a initiés vers 70 au pragmatisme. Et déjà, et je considère que la théorie saussurienne, avec tous ces dangers d'intellectualisme, soi-disant, est infiniment plus féconde que ces tentations. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben oui, évidemment, si vous explorez le champ, vous verrez que les collègues kleiniens conçoivent le rapport de parole en disant que le patient veut vous faire agir dans telle ou telle direction. C'est une simplification qui ne tient pas compte ni de la notion de désir, ni de la notion de fantasme. Le fantasme devient concret et il est mis en connexion directe avec l'action. Et je pense que le pragmatisme accentue ce danger et ce défaut. Quant à Wittgenstein, je m'en suis expliqué de deux manières. La première en disant que je pense que la philosophie et la psychanalyse, là, dans ce domaine, ne sont pas faites pour dialoguer. Quant à la façon dont Wittgenstein a traité Freud, en disant qu'il prenait des raisons pour les causes, permettez-moi de dire que ça n'est pas très développé intellectuellement, dire une chose pareille. Quand d'autre part, je vous répondrai sur Wittgenstein ce que lui-même vous a répondu. Vous parlez du premier ou du second Wittgenstein? Vous savez bien que le second rétracte tout ce que le premier a avancé. Il fallait mieux s'en apercevoir avant. Ceci dit, je vous accorde qu'il y aura intérêt dans l'avenir à revenir à l'œuvre de Wittgenstein. Probablement, n'en ai-je pas parlé, parce que de mon temps, Wittgenstein n'était connu que des spécialistes. Il y avait Bouvresse qui brillait de son éclat solitaire. Mais enfin, on parlait de Saussure, on parlait de Chomsky, on parlait de Diemslev, on parlait de Sapir, on parlait de toutes les branches de la linguistique, mais la philosophie du langage, vous savez beaucoup mieux que moi à quel point, même jusqu'à présent, la philosophie française s'y est montrée réfractaire. Elle s'y met maintenant sous un angle qui, pour moi, n'est pas le meilleur, ce qu'on appelle le cognitivisme, qui est pour moi un immense malentendu. C'est un immense malentendu. Et là-dessus, j'avoue que je trouve une certaine satisfaction à lire les critiques d'Anne Edelman dont je crois les objections sont tout à fait dignes d'intérêt. Mais je vous concède la violence. Ça, elle fait partie de moi et je ne l'abandonnerai pas. Je suis violent, mais je réponds aux arguments. On va peut-être arrêter là. De toute façon, il ne doit rester que 2-3 minutes. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, parce que c'était quand même impressionnant, que
nous avons enregistré, même si les cassettes sont en ce moment des choses gênantes, et que si vous la voulez, vidéo ou audio, il faut la commander à l'entrée. Voilà. Merci beaucoup, André Green.